Bonjour, je suis le Dr Tom Griffith, directeur aquatique à l'Université Penn State et président de l'Aquatic Safety Research Group. Ce que vous verrez, c'est une vidéo qui présente d'importantes informations pouvant vous aider à sauver des vies. Les informations présentées sont basées sur des recherches scientifiques et médicales et ne se retrouvent pas dans les volumes sur la sécurité aquatique. S'il vous plaît, portez une attention particulière à ces nouvelles et excitantes informations qui vous aideront à être de meilleurs sauveteurs. Hi, I'm Rachel, and it's my job to keep you focused for optimal learning during these short yet significant video clips. Be on the lookout for essential terms and concepts for increased understanding. Some big words are about to follow, but not to worry, we'll keep it simple, plus you'll come away with a much bigger vocabulary. Sit back, relax, and I'll see you again at the end of this video. Retenir sa respiration et nager sous l'eau sont des habiletés pratiquées depuis des décennies. Les entraîneurs militaires et de natation encouragent leurs nageurs à retenir leur respiration plus longuement et sur une plus grande distance sous l'eau pour améliorer la performance, la discipline et la forme physique. La compétition et la retenue répétitive de la respiration sont pratiquées par les militaires, les nageurs de compétition, les surveillants sauveteurs, les plongeurs en apnée, les nageuses synchronisées, les triathlètes et par d'autres groupes de nageurs. Les gens croient que pratiquer la retenue prolongée de la respiration et la nage sous l'eau sont considérés comme sécuritaires et sont encouragés par de nombreuses personnes. Commençons par définir les notions présentées avant d'aborder ce sujet en détail. Apnée signifie une interruption ou une pause de la respiration. Apnée statique. C'est la retenue de la respiration sous l'eau pour une période prolongée, souvent pour plus de 5 minutes, dans une position stationnaire, par exemple en s'assoyant ou en se couchant au fond de la piscine. Apnée dynamique. C'est la retenue répétée de la respiration lors de la nage ou le plongeon, avec des courtes périodes de recouvrement à la surface. Dans le milieu de la natation compétitive, les entraîneurs et les nageurs font référence à ceci en parlant de l'entraînement en hypoxie. Cette méthode est utilisée pour développer l'endurance ou pour atteindre un maximum de forme physique. Comprenez bien qu'il n'y a pas de preuve de ces bénéfices. Les bénéfices de l'apnée ou de la nage prolongée sous l'eau ne sont pas bien documentés. Nous savons que c'est une pratique dangereuse qui peut être mortelle et constituer sous la surface de l'eau un tueur, soudain et silencieux. Les scénarios de syncope en eau peu profonde peuvent mener à une variété d'effets catastrophiques. La mort subite, une crise et même la noyade peuvent survenir soudainement et rapidement chez un nageur sous l'eau lorsqu'il combine l'hyperventilation volontaire au préalable à la nage répétitive sous l'eau. De plus, il semble que les morts subites qui surviennent dans les piscines en raison de la pratique de l'apnée soient en hausse. I saw you hyperventilating. Hyperventilating is extremely dangerous. We have a rule against that. Pour ces raisons, l'hyperventilation volontaire, la nage à répétition sous l'eau et la retenue prolongée de la respiration sous l'eau de manière compétitive devraient être défendues dans toutes les installations aquatiques. Lorsqu'on aborde la nage sous l'eau, pour une question de durée ou de distance, une seule règle doit s'appliquer. Ne le faites pas. L'expression « syncope en eau peu profonde » provient d'il y a plus de 50 ans dans le domaine de la plongée en apnée. On parlait initialement de la syncope en eau profonde, mais elle fait maintenant référence au plongeur autonome qui, suite à la pratique de l'apnée dynamique, perd conscience lors de la remontée, près de la surface, après avoir effectué une plongée en profondeur. L'hyperventilation est souvent pratiquée dans le rituel d'avant-plongée. La cause immédiate de la syncope est la baisse rapide de la pression partielle d'oxygène ou la dépressurisation des poumons lors de la remontée.
Le plongeur qui retient son souffle demeure sous l'eau plus longtemps en raison de l'augmentation de la pression partielle de l'oxygène, associée à l'augmentation de la pression de l'eau en profondeur, ce qui améliore la distribution de l'oxygène. Plus le plongeur est profond, plus il peut rester longtemps sous l'eau. Cependant, lorsque le plongeur remonte, la pression partielle de l'oxygène est rapidement réduite à l'approche de la surface. Ceci mène à un apport inadéquat d'oxygène pour supporter le niveau de conscience à la surface. Cette explication a été initialement publiée par la marine américaine dans son manuel de plongée en apnée sous le nom de syncope en eau peu profonde. La physique et la physiologie ne sont pas exactement semblables pour ceux qui retiennent leur respiration dans les piscines par rapport aux plongeurs en apnée, mais le résultat est souvent le même, une mort subite en raison d'un arrêt cardiaque, d'une arythmie cardiaque ou d'une noyade. Conséquemment, les experts en sécurité aquatique ont adopté le terme syncope en eau peu profonde pour les personnes qui retiennent leur respiration et qui nagent sous l'eau dans les piscines et les parcs aquatiques. Il est important de souligner que ce ne sont pas tous les scénarios de syncope en eau peu profonde qui résultent en une noyade. La mort subite peut suivre l'hyperventilation volontaire et la retenue de la respiration prolongée parce que le sang peut devenir plus acide, ce qui provoque un relâchement de potassium et entraîne des problèmes cardiaques soudains. Et ce, même pour les athlètes les mieux entraînés et en santé. L'arythmie cardiaque serait commune dans les cas de syncope en eau peu profonde. On pense que certaines morts subites en piscine qui passent pour des noyades seraient plutôt dues à des problèmes cardiaques et d'arythmie qui causeraient une mort subite. Si une victime de syncope en eau peu profonde devient inconsciente sous l'eau dans une piscine, et ce sans aucune complication cardiaque, et qu'elle est récupérée immédiatement, les chances de survie sont bonnes. Et souvent, la victime se remet à respirer par elle-même lorsque, en temps opportun, le sauveteur effectue l'ouverture des voies respiratoires. L'un des pionniers de la prévention de la syncope en eau peu profonde dans les piscines fut le Dr Craig, qui publia un article sur le sujet en 1961. Cet article, paru dans le Journal of American Medical Association, présentait les effets meurtriers de l'hyperventilation et de la retenue répétitive de la respiration sous l'eau. Le Dr Craig rapporte 58 cas de perte de conscience survenus durant la nage sous l'eau, tous des hommes. Le groupe d'âge des victimes se situait entre 16 et 20 ans, et les sauveteurs étaient en fonction dans 80% des cas. La plupart des victimes étaient récupérées au fond de la piscine par des baigneurs et non par les surveillants sauveteurs, non seulement en raison de leur proximité auprès des victimes, mais aussi de leur capacité à voir sous l'eau sans les effets de réflexion de la lumière à la surface de l'eau. Le Dr Craig a estimé que le temps entre la perte de conscience et le décès était approximativement de 2 minutes 30 secondes. Les constats des études du Dr Craig, réalisés il y a plus d'un demi-siècle, se produisent encore dans les piscines, peut-être même à une fréquence plus importante de nos jours. Plusieurs agences de sécurité aquatique n'ont pas été en mesure de tenir compte de cette question vitale. Non seulement on ne fait peu ou pas mention de ce phénomène dans les volumes de référence des sauveteurs, mais aussi plusieurs sauveteurs sont portés à croire que les activités de retenue de la respiration sous l'eau sont sécuritaires, et qu'en plus, elles permettraient d'améliorer la condition physique et l'endurance. La Croix-Rouge américaine et USA Swimming viennent d'ajouter des avertissements contre les effets de l'apnée dans les entraînements et la nage sous l'eau précédée d'hyperventilation volontaire. Cette information vitale vient d'être ajoutée dans la formation des entraîneurs de natation et est effective depuis juillet 2008. Quoique la physiologie de l'apnée répétitive et compétitive des nageurs soit difficile à expliquer, la clé pour la recette de ce désastre est une combinaison d'un niveau bas de dioxyde de carbone et d'une baisse du niveau d'oxygène dans la circulation sanguine. L'hyperventilation répétitive et forcée d'une grande quantité d'air est l'une des composantes clés de la syncope en eau peu profonde. Le niveau de CO2 ou le niveau de dioxyde de carbone dans la circulation sanguine est un stimuli pour la respiration chez les humains. Lorsque nous pratiquons une activité physique avec énergie, nous expirons avec force pour abaisser le niveau de CO2.
L'hyperventilation implique une respiration plus rapide et de plus grande amplitude que ce dont notre corps a besoin. Les athlètes, les entraîneurs et les militaires croient que s'ils pratiquent l'hyperventilation sur une base volontaire pendant une certaine période de temps, ils pourraient réduire la sensation du besoin de respirer lorsqu'ils sont sous l'eau. C'est en raison d'un mythe qui prétend que l'hyperventilation augmentera l'oxygène dans le sang, mais ceci est tout simplement faux. Lorsque l'on pratique l'hyperventilation volontaire en planifiant de respirer plus fréquemment, ou lors d'une hyperventilation involontaire en pratiquant un exercice plus exigeant, l'hyperventilation pourrait accroître la capacité de retenir sa respiration en diminuant le niveau de dioxyde de carbone dans le sang, mais en n'ayant par contre aucun effet sur le niveau d'oxygène. Malheureusement, l'hyperventilation peut aussi mener à l'inconscience et même à la mort. Ajoutons à ceci que plus une personne retient longtemps sa respiration sous l'eau, plus le niveau d'oxygène dans le sang sera rapidement réduit et le nageur sera en hypoxie. Et ensuite en anoxie, soit une absence complète d'oxygène, ce qui est inévitable. Ceci mènera non seulement à l'inconscience du nageur, qui sera la cause d'une mort par noyade si le sauveteur n'intervient pas immédiatement, mais aussi cela pourrait tuer le nageur en causant une arythmie cardiaque en raison du manque d'oxygène. Lorsqu'une personne respire normalement, sans hyperventilation, cette personne, lorsqu'elle est sous l'eau, subit la hausse soudaine du dioxyde de carbone et le besoin urgent de respirer. Conséquemment, elle refait surface avant d'entrer dans la zone de syncope. L'hyperventilation, précédant la tentative d'apnée, abaissera de manière artificielle le niveau de CO2 sans augmenter le niveau d'oxygène. Cet état avant l'apnée résultera possiblement en une syncope en eau peu profonde. Le niveau d'oxygène diminuera et le nageur se retrouvera dans la zone de perte de conscience avant que le CO2 ne s'élève suffisamment pour signaler au nageur de respirer. La retenue de la respiration peut durer un peu plus longtemps, mais le nageur pourrait ne pas survivre. Le plongeur qui pratique de l'hyperventilation volontaire avant de plonger pourrait vraisemblablement se noyer. Le profil des victimes d'apnée est étonnamment semblable. Ce sont des jeunes. Ce sont aussi des compétiteurs et des jeunes adultes en bonne santé et performants qui tentent de se dépasser et qui n'abandonnent jamais. Quelques victimes sont des femmes. Par contre, la majorité sont des hommes. Ils ne sont pas seulement de bons athlètes, mais sont habituellement aussi de bons étudiants qui pratiquent plus d'un sport. Le personnel militaire est aussi prédisposé à la syncope en eau peu profonde. Comme vous pouvez le constater, le profil de ces victimes n'est pas similaire au profil des groupes à risque habituellement rencontrés dans les piscines, et les sauveteurs peuvent être portés à les ignorer et à sous-estimer les dangers de cette pratique. Les nageurs sous l'eau peuvent parfois être plus habiles que les sauveteurs en poste. Il est donc fréquent que ces présumées victimes ne soient pas considérées par les sauveteurs. Les moniteurs et les entraîneurs peuvent préconiser l'apnée en surface et sous l'eau. De plus, des sites Internet font aussi la promotion et encouragent les concours d'apnée. Un site Internet fait la promotion des bénéfices de l'apnée statique qui, selon ce dernier, favoriserait l'augmentation de la capacité pulmonaire et du métabolisme, en plus de favoriser un sentiment de relaxation. Mais ces affirmations sont complètement fausses. La mode des sports extrêmes et la recherche du risque et d'activités à forte sensation font en sorte de rendre la pratique de l'apnée attrayante, ce qui expliquerait la hausse du nombre de syncopes en eau peu profonde. Plusieurs programmes de prévention des traumatismes visent les jeunes. Par contre, il n'y a pas d'équivalent pour la syncope en eau peu profonde. Pourquoi? Malheureusement, dans plusieurs cas de syncope en eau peu profonde, le coroner retient que la mort est causée par la noyade, et les sauveteurs peuvent être blâmés pour ne pas être intervenus à temps. Le personnel de sauveteur peut être accusé d'un manque de supervision pour une activité qui en apparence ne semblait pas dangereuse. Cette information vitale pour la prévention des noyades
n'est pas encore connu par la majorité des sauveteurs. Les sauveteurs sont alertes aux signes d'une victime en détresse qui lutte à la surface de l'eau, qu'on appelle la réponse instinctive face à la noyade. La plupart d'entre eux sont donc alertes aux signes de détresse en surface et non au fond de la piscine. Il ne fait aucun doute qu'une victime au fond de la piscine est plus près de la mort qu'un nageur en détresse à la surface. Et plusieurs sauveteurs ne sont pas entraînés adéquatement à effectuer un balayage visuel du fond de la piscine. Alors que des efforts ont été déployés pour prévenir les traumatismes résultant des dangereux plongeons en eau peu profonde, nous avons aussi à éduquer les sauveteurs sur les risques reliés à la retenue prolongée de la respiration, à l'hyperventilation volontaire et à l'entraînement en hypoxie. Il est ironique de constater que plusieurs professionnels aquatiques croient que ces pratiques, qui sont extrêmement dangereuses, sont bonnes pour les nageurs et constituent un raccourci pour développer l'endurance. Tout comme la cigarette et se faire bronzer, qui étaient à l'époque reconnus comme des activités santé. Il est maintenant temps de briser le mythe que la retenue prolongée et répétitive de la respiration est acceptable. La syncope en eau peu profonde peut survenir dans plusieurs milieux aquatiques, mais elle survient plus souvent dans les piscines de compétition rectangulaires dotées de lignes de nage au fond. Cela s'explique en raison du parcours qui y est aménagé et qui peut être suivi par un nageur sur une certaine distance. Aussi, au lieu de parcourir une distance, les personnes qui retiennent leur respiration peuvent simplement chronométrer la durée de leur apnée dans un coin de la piscine et ainsi échapper à la surveillance des sauveteurs. Plusieurs baigneurs pratiquant l'apnée sont décédés en s'adossant à la paroi de la piscine tout en étant en position assise dans moins d'1 mètre d'eau. La retenue de respiration contrôlée et la respiration dynamique sont essentielles pour nager. Elles peuvent aussi procurer des résultats positifs, en particulier dans les sports tels que la plongée en apnée, avec palme, masque et tuba, et la nage synchronisée. Cependant, la nage sous l'eau ne doit pas être permise sur une base compétitive et répétitive. Le problème survient souvent lorsque le nageur résiste au besoin de respirer. Une respiration, une fois, ou une longueur, une fois. L'un des moyens de prévenir les décès suite à une syncope en eau peu profonde passe par une campagne intensive d'éducation des usagers et du personnel aquatique. Les activités impliquant la retenue prolongée de la respiration doivent être bannies de la façon la plus intensive qui soit, au même titre que les interventions de prévention pour défendre les plongeons tête première en partie peu profonde. Les sauveteurs doivent apprendre que les usagers les plus habiles dans la piscine peuvent se tuer d'une manière silencieuse et soudaine, simplement en retenant leur respiration. Lorsque l'un des membres du personnel est témoin de la pratique de cette dangereuse activité, il doit rapidement y mettre fin. On ne doit pas permettre aux sauveteurs, aux nageurs de compétition, de même qu'aux autres baigneurs, de compétitionner sous l'eau. D'autant plus qu'il est difficile pour un sauveteur d'identifier le corps d'une victime au fond de la piscine en présence de baigneurs. Les sauveteurs qui ne reconnaissaient pas une victime sous l'eau ont pensé qu'ils voyaient une ombre, un défaut ou une tache de peinture ou une serviette, mais pas un être humain. En cas de doute, allez vérifier. La technologie peut aussi aider. La combinaison de vidéos et de l'informatique permet de détecter un corps inerte et inconscient sous l'eau au moment opportun. Tout le personnel doit comprendre les risques sous-jacents de l'apnée sous l'eau. Un petit jeu qui semble inoffensif ou une compétition peuvent devenir rapidement meurtriers. Même si une personne adulte ou un nageur expérimenté vous répondent que c'est correct, ne leur permettez pas de retenir leur respiration pour une période prolongée sous l'eau. Les victimes sont silencieuses et souvent elles passent inaperçues. Si vous n'êtes pas sûr, allez-y. C'est aussi important pour toutes les activités aquatiques, incluant les compétitions ou les entraînements de natation, où les syncopes en eau peu profonde sont fréquentes. Lorsqu'une victime inconsciente est récupérée du fond de la piscine, vous devez effectuer la réanimation cardio-respiratoire et suivre le protocole de défibrillation si la victime est inconsciente. On peut sauver une vie pour une question de secondes. Gestionnaire aquatique. Il est important de préparer vos sauveteurs, vos moniteurs et les entraîneurs à intervenir en équipe en cas d'incident à l'aide de l'équipement approprié. L'intervention du sauveteur est la première étape du plan d'urgence aquatique
et il doit être assisté par des moniteurs et des entraîneurs adéquatement entraînés. Believe it or not, there are several genetic disorders that cause sudden death in the water. Many of these sudden deaths occur in swimming pools and are often misdiagnosed as traditional drowning deaths by suffocation. When anyone genetically predisposed to sudden death dies in an aquatic facility, too often the lifeguards on duty are blamed for the death. The problem with genetic drowning triggers is that they can quickly and quietly lead to sudden death in the water without leaving a trace and often go undetected at autopsy. Strenuous exercise and hyperventilation, in particular, triggers these silent deaths while swimming. Family and friends often respond to this unusual type of drowning death in disbelief by exclaiming, "How could this happen? He loved the water. He was such a good swimmer." It happens more often than you would think, and now there is evidence suggesting that these types of deaths are really not true or classic drownings by suffocation. Yet, in far too many cases, coroners have a habit of simply stating that their autopsy findings are consistent with drowning. There is now overwhelming medical and scientific evidence to suggest good swimmers really don't drown by suffocation. Rather, they die of other specific medical causes that predispose them to death in the water. Armed with this information, perhaps it is time to stop referring to all aquatic deaths as drownings, because the term drowning definitely and permanently places a shroud of guilt over the aquatic facility, its management, and the lifeguards. In many cases, sudden pool deaths, or SPDs, may be more appropriate until the exact cause of death is known. While many medical abnormalities may be successfully treated, too many people are swimming not knowing that they possess these deadly drowning triggers. Cardiologists have recognized for years that an EKG abnormality called the long QT syndrome predisposes people to death in the water, even to very good swimmers. Long QT syndrome, or LQTS, is a major cause of sudden and unexplained death in children and young adults. According to the Encyclopedia of Genetic Disorders, long QTS may cause 3,000 to 4,000 deaths each year in the United States. The long QT syndrome is quite easily identified with an EKG during the subject's healthy state. Simply, if there is a long space between the Q and T peaks on an EKG, this individual is more likely to die a sudden death to an unanticipated cardiac event. Although surprise is thought to be the trigger mechanism for the deadly cardiac event, insufficient evidence is available to explain the unexplained death. Long QTs have definitely caused many pool deaths, however. The Mayo Clinic found that of their 34 patients identified with long QTs, 6 had drowning episodes. Unfortunately, when a good swimmer dies in an aquatic facility, the only way to diagnose whether the victim suffered from a long QT is by an EKG taken prior to the drowning event. Tragically, for many individuals with long QT syndrome, sudden death by cardiac arrest is the first and only symptom. Approximately 1/3 of all sudden deaths from LQTS do not have any symptoms for this disease. This is one reason why many medical professionals believe that all people should have EKGs taken shortly after birth.
According to medical authorities, many unexplained drownings and near drownings are caused by LQTS. Persons with long QT syndrome should avoid competitive athletics, practice the buddy system during moderate exercise, never swim alone, alert lifeguards, and be certain that an AED or attendant certified in CPR is always close at hand. Long QT syndrome is not the only genetic disorder causing people to die unexpectedly in the water. Researchers have identified a rogue gene through DNA analysis which predicts drowning even for very good swimmers. The gene called RYR2 is a rogue gene that can be identified through DNA mapping. Just like the long QT syndrome, RYR2 predicts a sudden swimming death for those that carry this gene. Again, sudden death misdiagnosed as drowning in these cases would occur to those individuals thought to be the least likely to drown. For instance, a 16-year-old member of a girls' swim team and a 9-year-old boy at a summer camp both died while swimming due to arrhythmias caused by RYR2. Swimmers with this rogue gene often have arrhythmias in the water triggered by the cold water, breath holding, or strenuous exercise. If lifeguards are on duty when this type of arrhythmia hits, rapid response with CPR and AEDs is required. Sudden cardiac arrest claims the lives of 900 Americans each day. Tragically, many of these sudden heart attacks occur to healthy teenagers and young adults. In fact, hypertrophic cardiomyopathy kills hundreds of highly trained athletes each year. Hypertrophic cardiomyopathy is a genetically inherited enlargement of the heart muscle and is notorious as a leading cause of sudden cardiac death in young athletes. Most individuals with HCM are less than 30 years of age and have a family history of sudden death in relatives, particularly due to HCM. When a sudden death occurs in a water park or a swimming pool to a young adult or teenage athlete, HCM may be the principal cause. For the many reasons just cited, it is important to remember that hundreds of fit, well-trained athletes die each year due to sudden cardiac arrest. While many of these young athletes die while working out in their chosen sport, some die while studying, sleeping, and some die while swimming. Be prepared. This could happen at your aquatic facility. While these three genetic drowning triggers are unusual and somewhat rare, they explain why people who do not fit the profile of an at-risk swimmer may still end up dying in our aquatic facilities. Now, more than ever before, we must train our lifeguards to expect the unexpected, because we now know that even the best of swimmers can die in our waters, regardless of how vigilant our lifeguards may be. If you don't know, go. AED, CPR, and oxygen training is vitally important because it may be needed on healthy, fit individuals, not just weaker swimmers and those that appear to be at risk. When a good swimmer dies unexpectedly in your facility, call it a sudden pool death rather than a drowning. Perhaps it is time to differentiate between pool deaths versus pool drownings. In this fashion, our aquatic staffs can be relieved of unnecessary guilt and frustration when an unexpected death occurs. Consider installing a drowning detection system. While this technology will not prevent long QTs, RYR2s, or HCMs from dying in our facilities, the real-time video will conclusively show that the victim did not drown, provided, of course, the lifeguards responded in an appropriate and timely fashion. Finally, well-trained, vigilant lifeguards are required for both swim team practices and swim team competitive meets, where highly trained athletes may experience
sudden cardiac arrest, or shallow water blackout. And lifeguards are just one part of the emergency action plans. Lifeguards must be supported by management and swim coaches with the latest training and the best technologies in order to increase successful outcomes. So what did we learn from this video? Hopefully, all facilities and all lifeguards will ban competitive and repetitive breath holding in underwater swimming for distance. This facility prohibition should be aggressively signed and posted around the facilities. Just as importantly, lifeguards must enforce the no breath holding rule. When a victim is seen motionless on the bottom, do not hesitate to respond. When in doubt, check them out. All swimmers in the water must be carefully monitored, not just the weaker swimmers. When an experienced swimmer gets into trouble, anticipate the need for CPR and get the AED ready. If a calamity does occur at your facility, please don't rush to judgment by calling it a drowning. Refer to it as a sudden death. Consider technology that allows the bottom of the pool to be monitored, particularly those areas that cannot be seen carefully by the lifeguard. Water is an attraction. It is beautiful, but it is also dangerous. Accidents are going to occur in, on, and around water. So expect the unexpected. Respond quickly and appropriately, and hope for the best. If you don't know, go. You don't have to be perfect, just professional and prudent. I hope the information presented will help you run safer swimming pools and aquatic facilities around the country. Now let's see how much you have absorbed and how much you understand from the video. Welcome back. I hope you enjoyed the video. Let's see just how much you learned. True or false, apnea, static apnea, and dynamic apnea are all different speeds of exhaling underwater. False. Apnea, static apnea, and dynamic apneas are all different forms of breath holding. Apnea refers to a pause in respiration, while static apnea refers to breath holding for a time while motionless underwater, and dynamic apnea means breath holding underwater while swimming for distance. The primary culprit in shallow water blackout is the lowering of carbon dioxide in the bloodstream. True. Without sufficient carbon dioxide in the bloodstream, there may be no signal to our brains to breathe. When this happens, we fall unconscious. If carbon dioxide then builds up by itself naturally, we then breathe in water. Not a good situation. Hypoxic training is mostly a competitive swimming technique that requires swimmers to swim certain distances and intervals with little or no breathing at all. True, lung busters, like 10 or 25-yard sprints with no breaths, is a typical but dangerous competitive swimming practice. Hyperventilation is the forceful over-breathing by inhaling and exhaling excessively, which lowers the carbon dioxide in the bloodstream. True. And without carbon dioxide signaling the brain to breathe, unconsciousness is soon to follow. Carbon dioxide is the gas that many engines and furnaces produce and can kill quickly and quietly. False. Carbon monoxide is the odorless gas that does kill quickly and quietly that is produced by fuel drive engines. Hypoxia is a lowered level of oxygen in the bloodstream, while anoxia is an elevated level of oxygen. False. While hypoxia is in fact a lowered level of oxygen, anoxia
refers to a complete lack of oxygen. Long QT is a plastic or wooden stick with cotton on the end that is used to clean hard-to-get places. False. Long QT syndrome, or LQTS, is an abnormal EKG that is inherited and causes sudden cardiac death, particularly to swimmers in the water. RY-R2 was the smallest robot in the Star Wars films. False. RY-R2 is a genetically acquired rogue gene that also predisposes people to sudden death in the water. Hypertrophic cardiomyopathy is a heart ailment that can mean sudden death to teenage athletes and young adults. True. Unfortunately, this genetically acquired thickening of the heart muscles kill many teenagers and young adults in the prime of their lives. This sudden cardiac arrest can also occur during strenuous exercise and in the water. Whenever somebody dies in the water, it should always be considered a drowning. False. Hopefully, this video has clearly and concisely illustrated a myriad of medical maladies that can kill seemingly healthy individuals before they have the opportunity to drown by suffocation. These scenarios are sudden deaths, not drownings. I hope you scored well on this short quiz. If not, feel free to watch the video again. And when on duty, remember, do not hesitate to act. When in doubt, fish it out.